En une fraction de seconde, le Big Bang donne naissance à l'univers. En l'espace d'un clin d'œil, il peut se passer une multitude d'événements. Comment l'univers est-il apparu? Et de quoi est-il constitué? Le secret de la création et de l'apparition de tout ce qui nous entoure est verrouillé dans cette première seconde. Grâce à la technologie, la science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé durant la seconde la plus importante de tous les temps. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Le professeur Lawrence Krauss a consacré sa carrière à l'étude de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Si nous voulons donner un sens à la place que nous occupons dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. L'étude de l'origine de la création est une idée récente. La théorie du Big Bang est largement admise, mais le concept initial a moins d'un siècle. Il ne faut pas oublier que notre compréhension de l'univers est très récente. Il y a encore 80 ans, la science considérait globalement que l'univers était statique et éternel. Mais en 1929, les choses vont changer. Depuis l'observatoire du mont Wilson en Californie, Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il remarque un phénomène constant. Plus une galaxie est éloignée, plus sa longueur d'onde est importante. Les ondes lumineuses s'étirent et varient en voyageant. Le principe est identique pour les ondes sonores. Lorsqu'un train se rapproche d'un point donné, le bruit de sa sirène se fait plus aigu. Lorsqu'il s'éloigne, le son devient plus grave. L'onde sonore s'étire car la distance qui la sépare de notre oreille est plus importante. Le phénomène s'applique également aux ondes lumineuses. Lorsqu'une galaxie s'éloigne de notre point d'observation, l'onde lumineuse s'étire et tend vers le rouge. On parle alors de décalage vers le rouge. L'extrémité du spectre de la lumière visible est rouge d'un côté et bleu de l'autre. Le rayonnement rouge correspond à une grande longueur d'onde. Le rayonnement bleu a des ondes courtes. Lorsqu'on observe l'univers, le rayonnement des étoiles lointaines s'étire et se décale vers le rouge. Plus on regarde loin, plus le spectre vire au rouge. La longueur d'onde des galaxies qui nous entourent s'est décalée vers le rouge. Lorsqu'on les observe depuis la Terre, on remarque que toutes les galaxies distantes s'éloignent de nous. La quasi-totalité des galaxies s'éloignent les unes des autres à près d'1 600 000 km/h. Si la fuite des galaxies est un phénomène avéré, cela suppose qu'elles ont été rassemblées à un instant T. Et si l'univers est en expansion à partir d'un point donné, cela prouve qu'il y a eu un commencement. Les découvertes de Hubble ont donné naissance à un concept radical, la théorie du Big Bang.
Les scientifiques sont convaincus que les briques élémentaires qui ont engendré les étoiles et les planètes du cosmos sont apparues au cours de la première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour étayer leur théorie, il leur faut trouver un nouveau moyen de décortiquer le temps. L'échelle temporelle à laquelle nous nous référons est infime. Elle est bien plus petite que celle que l'on utilise dans tous les autres domaines de l'activité humaine, qu'il s'agisse du chronométrage d'un sprinter ou d'une voiture de course. Et nous avons découvert qu'en l'espace d'un clin d'œil, il peut se passer une multitude d'événements. C'est tout simplement stupéfiant. La vie moderne s'écoule au rythme des heures, des minutes et des secondes. Mais après le Big Bang, les événements se sont déroulés en une fraction infinitésimale de secondes. Afin d'analyser ce qui s'est passé, les scientifiques utilisent une nouvelle unité de mesure appelée temps de Planck. Le temps de Planck, ou chronon, correspond à 10 puissance moins 43 secondes, soit 0,4201, une fraction de temps qu'il est impossible de se représenter. Pourtant, ce qui s'est produit durant cet intervalle a déterminé les 13,7 milliards d'années qui ont suivi. Cette boule de feu primordiale a engendré les 4 forces fondamentales de la nature. Elles sont à l'origine de tout ce qui nous entoure. La gravité a façonné les étoiles et les planètes. Elle agit sur la Lune et les marées et c'est elle qui nous maintient sur le sol. La force électromagnétique éclaire nos villes, connecte nos téléphones et alimente nos ordinateurs. Et les 2 forces nucléaires, l'une forte, l'autre faible, lient les particules qui constituent notre corps et alimentent notre soleil en énergie. Nous existons grâce à la création de ces 4 forces au cours de la première seconde du Big Bang. Sans elles, l'univers ne serait qu'un vaste rayonnement diffus. Sans ces 4 forces, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de télévision, pas de sport, pas d'amour, pas de haine, pas de tragédie humaine, rien de tout ce qui constitue la vie. Mais durant les premiers instants du temps de Planck, les 4 forces fondamentales n'en constituent encore qu'une seule. La gravité, les forces nucléaires et électromagnétiques ne se sont pas encore scindées. Le physicien Michio Kaku étudie la manière dont elles se sont séparées. Imaginez qu'à l'origine du temps, les forces unifiées soient représentées dans leur élégante simplicité par un beau cristal, parfaitement symétrique. Tandis que notre pendule cosmique progresse d'une fraction de microseconde, notre minuscule univers se dilate. Les 4 forces commencent à se séparer. Comme lorsqu'on refroidit trop rapidement un cristal chauffé à blanc, des fissures apparaissent. Le cristal commence à se briser en 4 morceaux. La force de gravité est la première à se séparer. Puis vient le tour des forces nucléaires. Et l'on finit par se retrouver avec 4 fragments de ce qui constituait initialement un seul et même cristal. Ces 4 fragments sont toujours en activité. La gravité maintient la Terre en orbite. Les forces nucléaires font briller le Soleil. Et le rayonnement électromagnétique baigne notre planète de lumière. Le temps ne s'écoule que depuis quelques fractions de secondes, mais déjà, notre cosmos prend forme. L'univers primordial est encore plus petit qu'un atome et atteint des températures qui dépassent les 1000 milliards de degrés. Afin de comprendre les phénomènes qui gouvernent l'expansion de l'univers, les scientifiques utilisent des télescopes si puissants qu'ils peuvent voir le passé. Lorsque l'astrophysicien David Spergel scrute le ciel, il voit notre histoire. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte dans le temps. La lumière voyage à une vitesse constante, celle que diffuse le Soleil met 8 minutes à nous parvenir. Ainsi, lorsque nous contemplons notre astre, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes auparavant. Les étoiles proches que nous scrutons dans le ciel nocturne sont situées à 10 ou 20 années-lumière de la Terre. Nous les observons telles qu'elles étaient il y a 10 ou 20 ans. Plus on regarde loin dans le cosmos, plus on se rapproche du Big Bang.
la lumière des étoiles les plus éloignées met des milliards d'années à nous parvenir. Ce faisant, les ondes lumineuses s'étirent pour devenir des ondes radio. Ces ondes sont étudiées au radiotélescope. L'un de ces dispositifs, situé dans le New Jersey, a permis de détecter des traces résiduelles du Big Bang. Une découverte tout à fait accidentelle. Dans les années 1960, au laboratoire de la société de téléphone Bell, Arno Penzias et Robert Wilson mesurent les ondes radio des nuages de gaz situés dans notre Voie lactée. Mais l'antenne qu'ils utilisent détecte des interférences constantes. Un bruit de fond régulier, en provenance des quatre coins du cosmos. Le bruit de fond était omniprésent. Dans un premier temps, ils ont pensé que l'antenne avait un problème technique. Ils ont révisé le dispositif, nettoyé les fientes de pigeons qui risquaient de fausser la précision des mesures et réétalonné les instruments. Chaque détail a été soigneusement pris en compte. Mais la friture persiste. Penzias et Wilson remontent alors jusqu'à la source. Ils ont démontré que ce rayonnement radio ne provenait ni de la Terre, ni de notre galaxie, mais des profondeurs de l'espace. Il baignait tout le cosmos. La source du rayonnement est plus lointaine et plus ancienne que toutes celles qui avaient été détectées jusque-là. Les deux radioastronomes partagent leur découverte avec des scientifiques de l'université de Princeton qui cherchent des traces de répliques du Big Bang. Ils réalisent alors que le bruit qu'ils entendent est un écho de l'aube de l'univers. La puissance et la chaleur dégagées par le Big Bang étaient telles qu'il en subsiste encore des traces. La chaleur s'est d'abord manifestée par un formidable rayonnement X. En s'étirant, la longueur d'onde s'est décalée du bleu vers le rouge, passant par le spectre de la lumière visible, avant de se propager sous forme de micro-ondes et enfin d'ondes radio. Ce faible rayonnement constant à travers l'espace est appelé rayonnement fossile. Le rayonnement fossile est l'écho de la création. C'est un vestige de l'onde de choc initiale qui a engendré l'univers. Si nos yeux pouvaient percevoir le rayonnement micro-ondes, nous verrions chaque nuit les traces du Big Bang. Nous verrions une vaste explosion dans le ciel nocturne. Plus de 13 milliards d'années après le Big Bang, il est possible d'observer ce rayonnement cosmique à l'œil nu. Réglez votre téléviseur sur un canal, entre deux chaînes. Une faible proportion de la neige que vous voyez à l'écran correspond au rayonnement fossile. Le rayonnement fossile est une émanation directe du Big Bang. Il révèle en outre que l'univers est entré dans une nouvelle phase, moins d'1 milliard de milliardième de seconde après sa création. Ce rayonnement cosmique est la clé qui permet d'ouvrir la porte de l'étape suivante. Quelques instants se sont écoulés sur la pendule cosmique du temps de Planck. L'univers est maintenant transformé. Le point minuscule, des milliards de fois plus petit qu'un atome, a désormais la taille d'une balle de tennis. Durant ces quelques fractions de seconde, l'univers va connaître une expansion plus importante qu'au cours des 13,7 milliards d'années qui vont suivre. Les scientifiques qualifient cette expansion fulgurante d'inflation. Une phase dont les vestiges subsistent dans le rayonnement cosmique issu du Big Bang. Comme la neige qui envahit l'écran de nos téléviseurs, ce rayonnement est si uniforme et homogène qu'il intrigue les spécialistes. Lorsqu'on mesure le rayonnement fossile, la température est identique dans un sens comme dans l'autre. C'est un phénomène constant. Cela suppose que l'univers enfle à une vitesse infiniment plus rapide que celle de la lumière. Son expansion est uniforme,
comme celle d'un ballon soumis à un formidable souffle d'énergie. Imaginez que vous comprimez un ressort. Plus vous le pressez entre vos mains, plus son volume diminue. Ce faisant, le ressort emmagasine une forte énergie. Lorsque je relâche la pression, le ressort se détend brutalement. L'énergie accumulée a entraîné une expansion exponentielle de l'espace. Mais si l'expansion de l'univers est restée constante et uniforme dès la première seconde après le Big Bang, comment les galaxies se sont-elles formées ? Les planètes et les étoiles sont issues d'amas de particules. Au fil du temps, ces particules de matière se sont agrégées entre elles sous l'effet de la force de gravité pour constituer des masses denses. La Terre est née de l'accrétion de particules soumises aux frictions et à la gravité. Quant à notre Soleil, ce n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. Alors, comment ces amas de matière se sont-ils formés à l'origine ? L'univers primordial devrait être irrégulier et non uniforme. Afin d'établir le lien entre la formation des planètes et des étoiles à la première seconde consécutive au Big Bang, les scientifiques de la NASA ont mis au point la sonde WMAP, un outil destiné à mesurer la température du rayonnement cosmique dans les moindres détails. Aussi uniforme soit-il, ce rayonnement reste très faible. Pour l'observer minutieusement à travers le cosmos, il faut s'éloigner de la Terre et d'éventuelles sources d'interférence. La NASA lance la sonde en 2001. Allumage des réacteurs principaux et décollage de la fusée Delta et de la sonde WMAP pour une mission d'exploration du passé et du futur de notre univers. La sonde pourrait prendre un cliché sans précédent de la première seconde de notre univers. Le lancement était un moment de stress et d'excitation. Nous étions heureux de voir la fusée s'élever dans le ciel. La sonde croise à 1 600 000 km de la Terre. Ses capteurs sont si sensibles qu'ils peuvent mesurer la température du rayonnement cosmique au millionième de degré près. Pendant 5 ans, WMAP analyse le cosmos dans les moindres détails. Il scrute l'espace, adossé au Soleil et à la Terre. Il balaye environ un tiers du ciel toutes les heures, pivotant sur lui-même pour dresser une carte du rayonnement fossile. La sonde suit l'orbite de la Terre autour du Soleil et scanne les températures du cosmos profond. Voici le type de carte qu'elle trace. Ce relevé du fond du ciel dévoile un fait remarquable. Les zones bleues et rouges correspondent à de minuscules écarts de température. Les taches bleutées indiquent des régions où les températures sont inférieures de quelques 10 millièmes de degré. Dans les régions rouges, les températures sont un peu plus élevées. On distingue donc d'infimes variations à travers le cosmos. Le satellite WMAP analyse le ciel sur plus de 13 milliards d'années. Tandis que l'univers se développe, ces variations minimes engendrent des amas de particules dont la taille augmente sous l'effet de la force de gravité. Lorsque ces amas deviennent suffisamment denses, ils déclenchent la formation d'étoiles et de galaxies. Voici une carte de l'univers tel qu'il était lors de la première seconde qui a suivi le Big Bang et qui préfigure le vaste cosmos d'aujourd'hui. Lorsque la première photo du rayonnement fossile est parue, la presse a titré « Le visage de Dieu ». Mais soyons réalistes, ce n'est pas le visage de Dieu, c'est une photo de nourrisson, un cliché de l'univers bébé. La découverte du rayonnement fossile se classe donc parmi les plus grandes découvertes de la science. Moins d'1 milliard de milliardième de seconde après le Big Bang, l'univers connaît une expansion fulgurante. À présent, il se présente sous la forme d'une boule incandescente de la taille d'une orange. L'univers rayonne et bouillonne d'énergie, mais tandis qu'il se dilate et se refroidit, un nouveau phénomène survient.
Une fraction de seconde après le Big Bang, le destin de l'univers est déjà tracé. Notre Soleil brille grâce aux forces qui sont apparues il y a plus de 13 milliards d'années. Les étoiles et les planètes sont le fruit de l'expansion rapide de l'univers. Grâce à la science, nous pouvons désormais relier les observations d'aujourd'hui à la première seconde de la création. Mais nous devons notre présence aux événements qui se sont produits au cours des quelques fractions de secondes suivantes. L'univers est sur le point d'être inondé par les briques fondamentales de la matière. Jusqu'à présent, sur notre pendule cosmique, l'univers primordial n'est qu'un condensé d'énergie. Comment cette énergie pure s'est-elle transformée en matière? Nous sommes entourés de matière. Le sol que nous foulons, l'air que nous respirons. La planète entière est constituée de matière et cette matière est constituée d'atomes. Les ingrédients nécessaires à la formation des atomes sont apparus au cours de la première seconde qui a suivi le Big Bang. Mais le processus de création de la matière a longtemps déconcerté les scientifiques, jusqu'en 1905, lorsqu'Albert Einstein a posé sa célèbre équation E égale mc2. Cette loi définit l'équivalence entre l'énergie E et la masse m. Matière et énergie sont interchangeables. Certains scientifiques utiliseront cette équation pour créer l'arme la plus destructrice de l'histoire, la bombe atomique. Celle-ci nous donne un aperçu de ce qui s'est passé pendant la première seconde qui a précédé la création de l'univers. Lors d'une explosion nucléaire, la fission des particules de matière dégage une formidable quantité d'énergie. Lors du Big Bang, le processus inverse s'est produit. Une gigantesque quantité d'énergie s'est transformée en matière. L'équation d'Einstein entraîne une conclusion. Tandis que le jeune univers se dilate et se refroidit, l'énergie pure issue du Big Bang se convertit en particules de matière, celle-là même dont nous sommes constitués. Quelques fractions de secondes se sont écoulées sur notre pendule cosmique. Les premières particules de matière apparaissent. La chaleur qui règne dans l'univers est 1 million de fois plus intense que celle qui sévit au cœur de notre Soleil. Il fait encore bien trop chaud pour que les particules de matière s'agrègent et forment des atomes. À ce stade primitif de la matière, comment les protons et les neutrons qui forment chaque atome de l'univers sont-ils apparus? Les atomes ne pouvaient pas se former. Imaginez que vous plongiez un glaçon dans un bain de vapeur. Il fondrait instantanément. C'est une cohabitation impossible. Illustrons cet exemple à l'aide d'un bloc de glace. Par une température négative, l'eau gèle et forme un solide. Lorsqu'on la réchauffe, elle redevient liquide. Si l'on porte ce liquide à ébullition, il devient gazeux et s'évapore sous forme de vapeur d'eau. Si l'on surchauffe le gaz obtenu, l'apport d'énergie déclenche la scission des atomes. De la même façon, l'univers du temps de Planck est si chaud que seules les briques élémentaires qui constituent les atomes survivent. Si nous pouvions voyager jusqu'aux premiers instants de l'univers, nous serions littéralement désintégrés. Les atomes et les noyaux qui constituent notre corps seraient décomposés et le reliquat serait réduit à son tour en particules subatomiques. Il ne resterait plus rien de notre corps. Il n'existe qu'un seul moyen d'observer l'état de ces briques fondamentales de la matière durant la première seconde après le Big Bang. Mais pour cela, les scientifiques doivent recréer les conditions qui régnaient à cet instant précis. La température au cœur d'une étoile se mesure en dizaines de millions de degrés. Mais lorsqu'il s'agit du Big Bang, il est question de milliards de degrés. Les accélérateurs de particules sont le seul moyen de simuler les conditions qui régnaient au moment de la création de l'univers. En provoquant des collisions de protons, nous pouvons atteindre des températures avoisinant celles du temps de Planck. La simulation des événements qui ont engendré l'univers passe donc par les accélérateurs de particules.
Le laboratoire national de Brookhaven à Long Island aux États-Unis abrite le RHIC, un anneau de 4 km de circonférence conçu pour les collisions de noyaux d'atomes d'or à une vitesse proche de celle de la lumière. L'accélérateur de particules permet de réaliser des collisions de particules subatomiques, ce qui engendre une formidable pluie de débris. Le but de ces expériences est d'analyser le contenu des bouffées de matière qui se dégagent lors de l'impact. La collision entraîne la scission des protons et des neutrons qui forment le noyau atomique et dégagent une énergie prodigieuse sous la forme d'un mini-bang éphémère qui reproduit l'univers embryonnaire des premières microsecondes. Le choc est si puissant que les protons et les neutrons se désagrègent à leur tour et exposent les briques élémentaires de la matière, de minuscules particules appelées quarks. Mais elles sont si petites et se déplacent à une telle vitesse qu'elles sont difficiles à suivre. Si les scientifiques parviennent à comprendre le comportement des quarks, ils perceront le secret de la matière. Le fruit de leurs recherches pourrait révolutionner la médecine et relancer les programmes spatiaux. Le projet voit le jour en 2000. Les collisions de noyaux engendrent une pluie chaotique de particules. En 2005, au terme de 5 années d'analyse, les recherches aboutissent enfin. Les résultats sont stupéfiants. Nous nous attendions à ce que les collisions entre noyaux d'or donnent un gaz. Mais ce n'était pas du tout le cas. Nous avons découvert qu'il s'agissait plutôt d'un liquide. C'était assez déconcertant parce que les premières simulations de l'univers primordial ne donnaient pas le gaz de particules subatomiques que nous attendions, mais une substance qui s'apparentait littéralement à de la soupe. Lorsque la matière fait son apparition dans l'univers, les quarks sont si denses et chargés d'énergie que le cosmos est à l'état liquide. En l'espace de quelques microsecondes, l'univers est passé du stade de boule d'énergie incandescente à celui de soupe primordiale. Un environnement liquide brûlant, dense et chaotique, inondé de microparticules en interaction permanente. Tandis que notre pendule cosmique atteint le millionième de seconde, l'univers continue à se dilater et à se refroidir. Il atteint désormais la taille de notre système solaire. L'énergie pure s'est transformée en matière. Sans matière, nous n'existerions pas. C'est d'ailleurs ce qui a failli se produire au cours des premières microsecondes de la création. Un événement au cours duquel toute la matière comprise dans l'univers a presque disparu. Dans les premières fractions de secondes qui suivent le Big Bang, l'univers est inondé de particules élémentaires subatomiques. Ces minuscules particules de matière doivent survivre sur un véritable champ de bataille. Tout ce qui nous entoure, chaque molécule, chaque atome, chaque quark, est constitué de matière issue de l'énergie dégagée par le Big Bang. Toute la question est de savoir comment l'univers a acquis de telles quantités de matière. L'accélérateur de particules pourrait apporter la réponse. La matière issue de la simulation des premières microsecondes après le Big Bang apparaît sous 2 formes distinctes, en proportions identiques. La première est celle que nous observons autour de nous. L'autre est son contraire, l'antimatière. Selon Tara Shears, de l'Université de Liverpool, il s'agit des 2 faces d'une même pièce. Cette pomme est constituée de matière, et nous savons que pour chaque particule présente dans l'univers, il existe une particule d'antimatière correspondante issue du Big Bang. L'antimatière ressemble à la matière, mais elle n'est pas identique. Elle correspond davantage à son reflet dans le miroir. Voici donc à quoi ressemble une antipomme. Mais matière et antimatière sont 2 ennemis mortels. Elles ne peuvent coexister.
Le futur de l'univers se joue au cours des premières microsecondes consécutives au Big Bang. Matière et antimatière se livrent un combat à mort. La bataille fait rage. Lorsque matière et antimatière s'affrontent, le résultat est explosif. La rencontre entre un agrégat de matière de la taille d'une pomme et de son équivalent d'antimatière dégagerait l'énergie d'une bombe nucléaire de 10 mégatonnes. Si nous pouvions nous rendre aux premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang, nous nous trouverions au cœur de cette masse bouillonnante de matière et d'antimatière s'anéantissant réciproquement. Nous subirions le feu croisé de cette bataille cosmique entre les deux camps. Dans cette soupe dense de particules liquides, matière et antimatière se rencontrent rapidement et se détruisent mutuellement. Puisqu'elles existent en quantité égale et que chaque particule disparaît au contact d'une antiparticule, toute la matière devrait se désintégrer instantanément. Dans pareille hypothèse, matière et antimatière auraient fini par s'anéantir en libérant un rayonnement énergétique et j'allais dire que nous vivrions aujourd'hui dans un univers qui ne serait qu'un rayonnement diffus. Mais ce ne serait pas le cas puisque rien d'autre n'existerait. Mais puisque l'univers est rempli de matière, comment celle-ci a-t-elle vaincu l'antimatière? C'est un des grands mystères qui intrigue les scientifiques. Selon une théorie, l'antimatière serait moins stable et se dégraderait plus rapidement, créant ainsi un déséquilibre infime dans la symétrie, ce qui permettrait à la matière de l'emporter sur l'antimatière. Quoi qu'il en soit, quelque chose se produit immédiatement après le Big Bang qui fait pencher la balance du côté de la matière. Le combat s'est arrêté net, laissant au final une très petite quantité de matière, celle qui constitue l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes donc les vestiges de cet affrontement, les résidus de l'après-Big Bang. Les vestiges constituent tout ce qui nous entoure, du sol que nous foulons aux galaxies les plus éloignées. Sur notre pendule cosmique, la première seconde est presque écoulée. Le Big Bang a engendré 4 forces fondamentales. La matière a terrassé l'antimatière, et au cours du milliard d'années qui va suivre, les écarts subtils de température à travers l'univers vont favoriser la formation d'agrégats de matière qui, sous l'effet de la force de gravité, donneront naissance aux galaxies. Mais un mystère subsiste, et non des moindres. Nous savons comment les briques élémentaires de la matière se forment, mais nous ignorons d'où l'univers tire sa substance. Si nous avons appris tant de choses sur la première seconde de la création, reste à déterminer ce qui donne sa masse à l'ensemble du cosmos. Le poids d'un corps est proportionnel à sa masse. C'est cette dernière qui subit l'influence de la gravité lorsque nous sommes attirés par le sol. Sur la Lune, la gravité est moins importante. Les astronautes se déplacent donc moins vite que sur Terre, mais leur masse demeure identique. Chaque objet en est pourvu quel que soit son poids. Quelque chose a donc dû se produire au cours de la première seconde qui a déterminé la masse des particules. Mais les scientifiques ignorent encore quoi. La masse est l'épine dorsale de la vie. Si la masse n'existait pas, l'univers ne serait qu'un vaste rayonnement. L'assemblage des particules qui constituent notre corps et qui rend l'univers si passionnant serait impossible. Le cosmos serait un espace diffus, saturé de rayonnement, mais terriblement ennuyeux. Pour dévoiler les racines du vivant, il faut découvrir comment la masse est apparue durant les premières microsecondes de l'univers. Si les scientifiques ne parviennent pas à déterminer ce qui donne leur masse aux particules, l'énigme des premiers instants de la création ne sera jamais résolue.
Notre voyage au cœur des premières microsecondes est presque achevé. Mais il manque une pièce du puzzle, un élément que la science a cherché à identifier durant des décennies. Jusqu'à ce qu'en 1964, à l'Université d'Édimbourg, en Écosse, le physicien Peter Higgs n'avance une théorie révolutionnaire. Selon son hypothèse, les événements qui sont survenus au cours de la première seconde ont engendré un champ de force invisible, le champ de Higgs. Les particules auraient acquis leur masse en interagissant avec ce champ. Supposons par exemple que votre voiture soit en panne d'essence et que vous la poussiez le long d'une route. Vous parviendrez tant bien que mal à la faire avancer, mais si elle roule jusque dans la boue, elle vous paraîtra subitement plus lourde. Nous pensons que le même phénomène s'applique à la masse des particules. Certaines d'entre elles interagissent plus fortement que d'autres avec le champ de Higgs. Celles qui subissent moins d'interactions sont plus faciles à faire avancer et se comportent donc comme si elles étaient plus légères. A contrario, celles dont l'interaction est plus forte sont plus difficiles à mouvoir et paraissent plus lourdes. Le champ de Higgs agit donc comme un champ de boue qui baigne l'univers. Lorsque des particules le traversent, leur masse augmente. Plus elles sont au contact du champ et plus leur masse s'accroît. Les scientifiques sont convaincus que le champ de Higgs est porté par sa propre particule. Les journalistes l'ont baptisé la particule de Dieu. Les physiciens préfèrent parler du boson de Higgs. Selon eux, la découverte de ce boson est la clé du mystère de la création. L'hypothèse est largement admise, mais à l'époque, aucun accélérateur de particules ne disposait de la puissance nécessaire pour révéler l'existence du boson de Higgs. Mais la science a progressé. Les sous-sols de la campagne genevoise en Suisse accueillent le complexe scientifique le plus onéreux jamais réalisé par l'homme. Le Grand Collisionneur d'Hadron, ou LHC, est le plus grand accélérateur de particules du monde. Il est l'outil indispensable pour la recherche du boson de Higgs. Nous devons déterminer si le boson de Higgs existe réellement. L'élaboration de ces accélérateurs gigantesques est destinée à comprendre les mécanismes responsables de la formation de tous les corps lourds et solides que compte l'univers. Le coût d'un tel dispositif avoisine les 6 milliards d'euros. Sa construction a duré 14 ans et son fonctionnement nécessite la participation de 7000 scientifiques. Opérationnel depuis 2008, le LHC doit permettre de recréer à une petite échelle les conditions qui régnaient il y a plus de 13,7 milliards d'années. Une explosion si puissante qu'elle constituera un Big Bang miniature. Si l'expérience fonctionne, des scientifiques comme David Evans pourraient éclaircir les derniers mystères de la matière. Pour repousser les frontières de la science, nous devons repousser celles de la technologie. Cette machine est assurément la plus grande, mais aussi la plus complexe du monde. Enfoui à plus de 100 mètres sous terre, le LHC dispose d'un anneau de 27 km de circonférence. À l'intérieur, 2 faisceaux de protons plus fins qu'un cheveu sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, soit 300 000 km par seconde. Le complexe doit permettre d'effectuer des collisions de particules 7 fois plus puissantes que celles des autres accélérateurs. 300 milliards de protons circulent dans des directions opposées et se percutent au cœur de 4 détecteurs gigantesques. Lorenz Krauss inspecte l'un de ces dispositifs dont chacun atteint la taille d'un immeuble de 5 étages. Nous nous trouvons à l'intérieur de ce que certains ont décrit avec justesse comme l'une des cathédrales gothiques du XXIe siècle. Cette structure monumentale, composée de milliers de tonnes d'acier et de dizaines de milliers de kilomètres de câbles, a été conçue par des milliers de physiciens venus d'une centaine de pays et parlant des dizaines de langues différentes. Tout ce complexe garantit une détection dont la précision avoisine les quelques millionièmes de centimètres. Le LHC utilise 4 de ces détecteurs géants le long de l'anneau.
Celui qui est affecté à la découverte du boson de Higgs se nomme Atlas. Atlas a les dimensions d'un demi-terrain de football et pèse le poids d'un sous-marin nucléaire. Il est capable de détecter 1 milliard de collisions par seconde. Lorsque les protons se percutent, l'impact est si puissant qu'il recrée l'état de la matière quelques fractions de secondes après le Big Bang, engendrant une pluie de particules fondamentales, comme les quarks. Parmi les débris, les scientifiques espèrent trouver le boson de Higgs. Mais repérer une particule dans cette tempête de feu équivaut à trouver une poussière d'or sur une plage. Le boson de Higgs est si petit et si éphémère que le détecteur ne peut le déceler directement. Les physiciens espèrent donc repérer sa signature à l'aide des caméras les plus sophistiquées jamais conçues. Lorsque vous observez un avion de ligne dans le ciel, vous voyez un gigantesque panache de fumée, mais vous ne distinguez pas l'appareil parce qu'il est trop petit pour être vu. Les détecteurs fonctionnent de la même manière. Ils ne peuvent déceler la particule elle-même, mais ils peuvent repérer sa signature. Et en analysant cette trace, nous pouvons déterminer le type de particule émise et en définir la vitesse. Le LHC générera davantage de données que n'importe quel autre instrument scientifique. Chaque seconde, les détecteurs géants du LHC fourniront une quantité d'informations sur les collisions qui dépassera l'ensemble des informations contenues dans toutes les librairies du monde entier. Ces données recèleront peut-être le secret de la masse, cette pièce manquante qui permettrait de reconstituer la première seconde de l'univers et d'ouvrir les portes de la science du futur. Afin de traiter de telles quantités d'informations, le LHC utilise le plus grand réseau d'ordinateurs du monde. En dépit de tels moyens, les recherches risquent de prendre des années, mais le jeu en vaut la chandelle. Cette expérience pourrait bien faire la lumière sur le mystère de nos origines. Une perspective qui motive les scientifiques des 4 coins du globe. Nous ignorons encore de quoi le LHC sera capable, mais nous fondons de grands espoirs. Nous allons repousser les limites de la haute énergie et de l'infiniment petit pour explorer des domaines inconnus. Ce que nous allons découvrir va modifier en profondeur notre approche de la première seconde du Big Bang. Dans la salle de contrôle du LHC, la plus grande expérience de l'histoire de la science est sur le point de débuter. Les ultimes vérifications sont en cours. L'accélérateur est scellé et le dispositif est porté à des températures inférieures à celles qui règnent dans l'espace intersidéral. Le LHC est aujourd'hui une réalité. Et en ce moment même, les ingénieurs sont en train d'effectuer les derniers tests. Ce dispositif pourrait nous permettre d'élucider l'un des plus grands mystères de la vie en simulant les premiers instants de la création de l'univers. Si l'expérience est un succès, le LHC ouvrira les portes d'une nouvelle ère pour la science. À l'inverse, si la détection du boson de Higgs échoue et que les physiciens ne découvrent pas comment la matière acquiert sa masse, il faudra bâtir de nouvelles théories et construire des structures plus puissantes pour lever le voile sur la première seconde de l'univers. Je suis réaliste. Il est possible que nous ne trouvions rien et que la physique reste au point mort. Si nous constatons que nos outils n'ont pas la puissance nécessaire pour passer à l'étape suivante, nous devrons patienter avant de franchir un nouveau palier dans la compréhension de la matière et de l'énergie. Mais une chose est sûre, le LHC va permettre aux scientifiques d'étudier les premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Ce dispositif va remonter 13,7 milliards d'années pour reconstituer la toute première seconde de l'univers, celle qui a tout déterminé. Notre pendule cosmique a atteint la limite du temps de Planck. Notre univers est âgé d'1 seconde. Le cosmos est maintenant 1000 fois plus vaste que notre système solaire.
il est baigné de particules élémentaires qui constituent la matière première de tout ce qui nous entoure. La température a chuté et les quarks se combinent par grappes de 3 pour former les protons et les neutrons. Dans la grande saga de l'univers, ce premier chapitre a déterminé le cours de l'histoire. Au cours des quelques minutes qui suivent, les protons et les neutrons forment les premiers noyaux atomiques. 300 000 ans plus tard, le premier atome apparaît. Au bout de quelques centaines de millions d'années, les agrégats de matière donnent naissance aux premières étoiles. Après 1 milliard d'années, les galaxies apparaissent. Et 9 milliards d'années après le Big Bang, la Terre voit le jour. L'origine du tout est née dans la seconde qui a suivi le Big Bang. La première seconde a prescrit le cours de l'histoire cosmique, et donc le futur de l'univers. Plus de 12 milliards d'années après le Big Bang, l'être humain apparaît. Une espèce qui s'interroge sur ses origines et sur le contenu de l'univers. Aujourd'hui, la science se rapproche de la vérité. Car la réponse réside dans la toute première seconde.